D'avoir des victoires en niveau international, on parle de drogue, presque de drogue dure, tu vois. Moi je tombe, donc je sens quand même qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Je me dis là, j'ai un gros torticolis, quoi. C'est super bizarre, genre ça m'avait tendu toute la nuque. D'un seul coup, il y a 5 médecins qui arrivent autour de moi. Ils me mettent le truc autour du cou. Et là, ils me commencent à me demander, tout va bien? Tu sens tes doigts, tes sensations, tes pieds? Et là, je vois vraiment flou et j'ai vite compris que c'était bien la merde. Au bout d'un moment, c'est ces pilotes qui te font le show, qui font tourner ce manège énorme de la Coupe du Monde. Il faut les protéger un minimum, tu vois. Donc je pars, je fais mon DVR, nickel, je fais voilà, c'est bon, ciao. J'ai fait mon run, franchement, je me suis régalé, c'était fou. Tu vois, je me retourne, je vois que c'est vert, et là, incroyable. Et ça fait vraiment le retour, là, tu sais, tu replonges dans le moment présent, et ouais, tu réalises que t'as gagné. Bon, Amaury, Lourdes 2019, Snowshoe 2022, Val d'Isole 2024. T'es un peu le spécialiste des comebacks. Ouais, ça attaque fort. Direct, vite du sujet, quoi. On avait marqué le truc avec Loïc, pareil, il n'y a pas de traitement de faveur. Ouais, c'est vrai. Malgré toi, t'es un spécialiste des comebacks. C'est quoi l'énergie qui te pousse à revenir comme tu l'as fait déjà ces 3 fois? Je pense que déjà j'aime vraiment le vélo. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et je me vois mal vivre sans. Et après, l'adrénaline de course, c'est encore un truc au-dessus. Et après, l'adrénaline de jouer devant et d'avoir des victoires en niveau international, on parle de drogue, presque de drogue dure, tu vois. Et genre, une fois que tu l'as goûté, tu veux y revenir. Donc, tu peux. C'est un tout. Enfin, pour moi, je le ressens comme ça. Et donc, forcément, j'essaie de tout mettre en place pour revenir à chaque fois au plus haut niveau, quoi. On sent que chez toi, effectivement, il y a 2 drogues. Déjà, il y a la compétition et il y a la victoire. Ton entourage, donc Thib, Ruffin notamment, me disait que il n'est pas le seul. Quand tu mets le casque, t'es un homme différent. Qu'est-ce qui fait que il y a ce truc spécial avec la compétition? T'aurais pu, j'en sais rien, faire du freeride ou des images comme Kylian, mais la compétition, qu'est-ce qui fait que ça te... Ouais, non, pour le coup, je respecte vraiment tous ceux qui font de l'image. C'est magnifique ce qu'ils font, mais moi, ça m'énerve. Tu vois, par exemple, là, on va faire 2 jours où on doit faire de l'image. Et genre, je suis un peu saoulé. Mais après, tu vois, ça fait partie du job aussi. Tu vois, on doit ces choses-là aux marques qui nous aident. Donc, on est obligé d'en faire. Mais ouais, moi, c'est vraiment la compète. Et ouais, quand je mets le casque, je change un peu de facette, peut-être. Je suis toujours à déconner, à faire le con. J'aime vraiment... j'aime la vie, j'aime avoir une bonne ambiance, tu vois. Enfin, il faut vivre avec du sourire quand tu te lèves le matin. J'aime recevoir un sourire et du coup, j'aime donner le sourire aussi. Et c'est vraiment important pour moi d'être dans des conditions où c'est détente et où ça rigole beaucoup. Mais par contre, quand c'est game time, tu vois. Genre, tu mets le casque et c'est boulot, tu vois. Je me suis beaucoup blessé, comme tu as dit. Et c'est pour ça, de plus en plus, que je vraiment rentre dans une bulle où je dois me concentrer au maximum parce que, mine de rien, on dévale quand même des montagnes assez vite et t'as pas trop le droit, t'as pas beaucoup de marge d'erreur, quoi. Donc, tu vois, je continue d'apprendre de plus en plus et c'est notamment un des aspects de pourquoi je suis très concentré dès que je monte sur mon vélo et que je peux paraître un peu fou même. Mais ouais, j'aime bien, je rentre dans ma bulle et c'est vraiment après, quand c'est le moment de la course, là, c'est encore retrouver des sensations au plus profond de toi pour te pousser à être le meilleur et ces sensations-là qui te poussent à être meilleur et qui sont
folle à ressentir. Est-ce que c'est quelque chose que tu conscientises et que tu travailles? Par exemple, est-ce que tu as une sorte de routine? Tu as travaillé avec un prep mental peut-être qui fait que, j'en sais rien, ça y est, boum, tu mets ton casque et tu as cette sensation. Est-ce que tu arrives à te mettre dans un état de flow? Comment ça se passe concrètement? Donc moi, j'ai bossé, si tu veux. Première fois que j'ai rencontré un sophrologue, c'était, on avait fait un stage équipe de France. Et donc moi, j'étais junior. C'était un de mes tout premiers stages. Tu vois, je commençais, j'étais là. Et le sélectionneur de l'équipe de France, Manu Hubert, il nous présente cet homme, Gérald, qui vient nous faire un cours de sophro. Et donc nous, tu parles, on a 16-17 ans, et qu'est-ce qu'il vient nous faire? Il nous fait des exos, tu vois, pour essayer de relâcher la pression. Et nous, on était là en détente, en train de faire les cons tout le temps. Bref, si tu veux, c'est passé, mais à 10 000 au-dessus de nous, tu vois. Nous, on faisait des cons, on rigolait. Et puis, j'ai eu beaucoup de soucis de concentration. Pendant longtemps, tu vois, j'ai galéré. Le truc l'anecdote que je ressors tout le temps, c'est, par exemple, plein milieu de mon run, ce qui m'avait choqué le plus, c'était, j'avais pensé, genre, je me rappelle, j'étais pas junior, je pense. J'ai l'image dans ma tête, tu vois, d'un paquebot qui met la sirène. Et genre, tu sais, ça pourrait être le singe qui tape dans ses mains, quoi. Genre vraiment, genre, mais à côté de la plaque, tu dis, mais comment c'est possible? C'est genre vraiment pas concentré au possible. Et j'ai galéré pendant un moment. Et là, je me suis dit, putain, je vais peut-être rappeler ce petit bonhomme-là. Et donc, depuis, tu vois, ça m'a vraiment fait du bien pour m'aider à me concentrer. Simplement avec des exos de routine, au final, que ma routine, tu vois, elle est presque inchangée depuis que j'ai 18 ans, du coup. Et ça m'aide simplement à être focus sur le moment présent et du coup à éviter à penser des choses complètement loufoques. Du paquebot, des singes, ou des singes ou des pingouins, ce que tu veux, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette routine ou est-ce que c'est un truc un peu secret? Non, je pense pas que ce soit secret, hein. Tout le monde bosse. Et sur tous les aspects. Et je pense que moi, je suis encore un des seuls blaireaux qui bosse pas vraiment sur l'aspect mental. Et donc, tu vois, je pense que c'est quelque chose que je vais m'y mettre. Mais donc moi, c'est simplement en fait une routine, des exercices, simplement d'être concentré vraiment sur ma routine. Donc c'est plus ou moins toujours la même, tu vois, dans mon échauffement, tout ça. Et simplement, tu vois, avec en essayant de calmer ma respiration, que j'arrive à me concentrer, quoi. Ok. Donc il y a rien de trucs de fou, des petits exos vraiment, et de respiration, tu vois, pour se concentrer, quoi. Visualisation, j'en fais aussi. Mais au final, c'est même plus, tu vois, pour vraiment faire une dernière répète que se mettre dans un état de flow. Mais ouais, visualisation, j'en fais aussi, ouais. Ok. Donc, est-ce que je comprends qu'il y a encore du potentiel à aller chercher? Ah ouais, il y a de la marge encore. Okay. Mais tu vois, j'aime bien prendre mon temps, tu vois. Ouais. Si je veux durer longtemps, je prends mon temps pour durer longtemps. Mais disons que si demain tu voulais faire péter un titre de champion du monde, ouais, qui est quand même un des trucs qui te manque, ouais. et sur lequel, si tu as eu de la réussite en Coupe du Monde et au général de la Coupe du Monde, puisque tu l'as quand même gagné 2 fois, le titre de champion du monde est quelque chose qui, pour le moment, t'échappe. Ouais. Est-ce que c'est lié? Est-ce que tu penses que, à l'inverse d'un Loïc qui, lui, nous dit dans l'épisode qu'on a fait, il te dit vas-y, mets-moi de la pression, vas-y, je prends, et ça m'aide. Toi, limite, on a l'impression que t'es plus à l'aise quand on t'attend pas. Quand on t'attend pas, oui. Pas forcément. Oui. Quand on t'attend pas du tout, c'est dur aussi je trouve que c'est dur de performer. Et moi, j'aime aussi la pression. Après, la pression, par exemple, des championnats du monde, c'est encore différent. Je l'ai jamais vraiment eu l'occasion de pouvoir prétendre à ce titre, au final, dans ma position. J'ai toujours été dans une position où soit j'en voulais pas vraiment, ou alors au dernier moment. Je me suis jamais vraiment préparé, tu vois, en objectif des mondiaux, à part cette année, mais je me suis préparé, quoi, simplement à partir du petit break qu'on a eu, parce que pendant mon off-saison de cet hiver, c'était simplement
essaye de rouler et essaye de revenir sur la Coupe du Monde et on va voir ce que ça donne. Donc j'aime la pression. Enfin, j'ai fait des vraiment belles courses sous pression. Quand on se tirait la bourre avec Loïc, c'était en 2019. On était avec 40 points d'écart pour la dernière manche et c'était un truc de malade. Et franchement, genre pression de ouf. Et c'était trop bien. Après, j'étais dans la meilleure position. J'étais deuxième, à 40 points derrière. Mais ouais, fallait que je gagne et que lui, il fasse quatrième, je crois. Et c'était terrible. Parce que du coup, moi, je passe, j'étais en tête. Il arrive troisième. Il restait un pilote. Je sais pas si tu connais cette course. Laquelle ? Snowshoe 2019. Oui. Ouais. Et du coup, Dany, dernier pilote, il part, il est dans le rouge. Donc, il était pile poil dans le timing intercalé entre moi et Loïc, c'est ce qu'il fallait qu'il fasse. S'il était entre nous deux, je gagnais. Et par contre, s'il était derrière Loïc ou devant moi, c'est Loïc qui gagnait. Et au dernier split, il passe en vert. Il passe en vert et il gagne les courses. Et terrible. Donc, mais c'était une histoire magnifique. Enfin, pour toute la Coupe du Monde, on s'était tiré la bourre. Il avait gagné 3 manches, j'en avais gagné 3 cette année-là. Et je crois qu'il y avait 8 manches, il y avait peut-être, je sais plus qui, et du coup, Dany qui gagne la dernière. Donc c'était une saison de malade, tu vois, et sous pression, et c'était fou, quoi. C'était génial. Et est-ce que tu pouvais rêver d'un meilleur rival en la personne de Loïc ? Ça, il est quand même costaud, le salaud. Hein. C'est un gros rival. Mais non, enfin, moi, tu me reprends quand j'ai 18 ans, jamais j'ai espoir ou j'imagine de faire une telle carrière. Genre, c'était un rêve de gosse. Je rêvais d'être professionnel ou quoi que ce soit, mais j'avais 18 ans. La première fois que je rencontre Loïc, c'est sur un stage équipe de France. Donc lui était déjà élite, moi j'étais junior. Et il y avait Rémi Thirion, il y avait Loïc Bruni. J'étais putain, tu sais, genre je me cachais à moitié, quoi. J'étais trop timide. Et non, pour le coup, je peux pas rêver mieux en termes d'exemple. Quand j'étais gamin, tu vois, ces gars-là super humbles, super sympas et qui emplâtraient, ils faisaient rêver de ouf. Et ils ont bien aidé à redorer, je pense, l'image du sport français. Et donc, c'était des modèles, tu vois. Franchement, même Loris, on a le même âge. Mais tu vois, il était dans une équipe pro, tu vois, des juniors. Et ça me faisait rêver, tu vois. Et tous ces petits Français, ils m'ont fait rêver, tu vois. Et j'étais là, putain, Loris, il mettait 8 secondes en junior. Hein. Je me rappelle, hein, des coups de 8 secondes dans la gueule. Hein. J'étais là, putain, le salaud. Et tu vois, mon objectif, c'était de me rapprocher. Et au final, après, avec toutes les années de travail, les expériences, monter d'échelon de team tous les 2-3 ans pour enfin finir dans le team des Ruffins. Où là, ben, ça a complètement changé de dimension pour moi, quoi. Ouais. On a vraiment l'impression qu'on est sur une sorte de rivalité / camaraderie, un peu en mode Nadal, Federer, où l'un l'autre se tire vers le haut, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as ce sentiment que il t'aide à te dépasser ? Ouais, c'est sûr. Il aide tout le monde à se dépasser. mais oui, du coup, au final, on est passé un peu par toutes les phases. Donc, j'étais vraiment dans la phase, tu vois, de l'idolâtrer, à le battre. Et genre... tu vois, la première fois que je le bats, et tu vois, genre, le mec trop cool, on était... donc, c'était 2017, donc quand j'étais pas encore passé avec les Ruffs. C'était à Val d'Isole, je crois, genre, j'avais fait 4 ou 600 qualifs, tu vois, genre, c'était un truc de malade pour moi. J'étais là, c'est incroyable. Et donc, tu vois, un peu stressé. Et c'était pendant l'échauffement, il vient me voir et tout, il me dit, régale-toi, c'est que du bonus, tu vois.
Je me suis dit, putain, mais oui, il a raison, tu vois. Enfin, c'est incroyable ce que j'ai fait, je vais me régaler, basta pipo. Et genre là, j'arrive en bas, et il arrive derrière, Loris derrière. Et genre, on fait podium tous les 3. Et c'est la première fois que tu vois que je les battais. Et j'étais là, c'est un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Et tu vois, quand une personne que tu admires te donne des conseils, tu les prends à cœur et ça peut t'aider à faire des grandes choses. Peut-être que s'il m'avait pas dit ça, peut-être que je me serais emplâtré dans le 3e virage et peut-être que j'aurais jamais fait une carrière comme ça, tu sais pas. Ça se joue la vie à des détails de ouf. Ou alors tu peux le voir dans le sens que c'est le destin, ça devait arriver comme ça. Ouais. Mais dans tous les cas, c'est un truc de ouf et tu vois, je pense que c'est une très bonne personne et qui est très forte. Et du coup, après, quand j'ai commencé à le battre, pour le coup, il me donnait plus trop de conseils. Parce que du coup, l'année d'après, moi, je fais donc une saison de malade. Lui, il se blesse un peu et tout. Et donc, cette année-là, c'était encore très bien. Mais l'année 2019, du coup, on se tire la bourre toute l'année. Là, c'était tendu quand même. Ouais, on se parlait. Alors qu'en 2018, tu vois, on se parlait encore énormément. C'était trop cool. Et 2019, putain, il y avait vraiment une vraie tension. Et j'étais un peu deg, genre en mode putain. Je suis passé en presque 2 ans de mon idole, mon ami, et là, putain, mon ennemi, quoi. On se tire la bourre, tu vois, un et deux au général. C'était une année un peu spéciale. Et en fait, notre relation, c'est un peu comme ça. Ça fait toujours un peu des. On le voit, on le voit vraiment. Sans que ça soit méchant. Bien sûr. Mais ouais, il y a des tensions et des fois un peu moins. Et tu vois, cet hiver, je suis allé un peu en Espagne. On a du vélo de route ensemble, la moto ensemble. Et c'est cool, tu vois. Moi, j'aime bien, je l'apprécie beaucoup. Donc, je préfère quand c'est comme ça, tu vois. Carrément. Non, mais encore une fois, on en parlait avec Loïc. Et puis, il nous disait le podium au Jet 2022. Tu lui dis, putain, mais tu m'as niqué. Mais comment t'as fait, quoi? Mais c'est terrible. Ouais. Genre, cette année-là, c'était pas possible. Ouais. Je sais pas ce qu'il a branlé cette année, mais il a rien fait de l'année, je crois. Et il arrive, championnat du monde. Je sais pas comment. Après moi, je fais un run de plouc. Donc, je pouvais pas espérer gagner avec ce run. Mais genre là, c'est lui qui gagne, alors qu'il avait rien fait de l'année. J'étais, c'est pas possible. Tu sais, il peut pas avoir une année off, quoi. Il va en gagner une dans l'année, et ça va être les championnats du monde, tu vois. C'est fou. Quand il a une année où il galère, il arrive toujours quand même à faire un truc, souvent au championnat du monde, où il arrive, je pense, à vraiment mettre toute son énergie là-dessus, s'il est, tu vois, un peu en galère. Et là, j'étais dégoûté, quoi. Moi, j'avais gagné 4 manches, tu vois. Je préférais en gagner une de moins et gagner les mondiaux, tu vois. Mais j'avais pas réussi à trouver l'énergie ce jour-là, et donc pas le run de fou et deuxième, mais ouais, c'était dur. C'était dur. On quitte Lou d'Anvielle et Amaury quelques instants pour un rapide message. Vous avez été très nombreux à réagir à l'épisode avec Max Commensal et j'ai jamais eu autant le sentiment de faire quelque chose d'utile et qui avait de l'impact qu'en sortant cet épisode. Pourtant, c'est pas faute d'être dans le milieu du vélo depuis un moment. Aussi, j'étais scotché de lire vos messages d'encouragement et ça me donne énormément d'énergie pour continuer à faire ce travail et le faire du mieux possible pour répondre à vos demandes et à vos attentes en matière de contenu et d'invités. Seulement, pour continuer dans cette voie, j'ai maintenant besoin de vous. Parce que tout ce que je fais, comme vous le savez peut-être, je le fais pour vous, un peu pour moi quand même. J'ai donc une chose très simple, mais très importante à vous demander. C'est de vous abonner à En Roue Libre. Déjà, ça permet d'être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, et puis ça montre aux futurs invités et aux sponsors qu'ils ont tout intérêt à s'intéresser à En Roue Libre. En parlant de sponsors, j'adresse un immense merci à Upway pour sponsoriser cet épisode d'En Roue Libre et je vous invite à aller leur rendre une petite visite. Lorsque vous achetez un vélo à assistance électrique d'occasion, vous avez envie de savoir exactement dans quel état est le vélo, la batterie, la connectique et aussi et surtout, vous voulez éviter de vous faire arnaquer. Upway.fr, c'est le spécialiste du vélo à assistance électrique reconditionné qui apporte à tous ceux qui cherchent leur futur vélo la sérénité dont ils ont besoin tout en économisant jusqu'à 60% sur le prix du neuf. Upway propose la plus large sélection de vélos à assistance électrique reconditionnés avec plus de 200 marques présentes et toutes les catégories de vélos allant des vélos de vélo VTT en passant par les vélos cargo et pliants. Chaque vélo vendu sur Upway est minutieusement inspecté
et remis à neuf par des mécaniciens pros avec 1 an de garantie sur le cadre, le moteur, la batterie et l'électronique. La recherche est hyper pratique avec plein d'options de filtrage comme la taille, le budget ou la catégorie pour vous permettre de trouver facilement le vélo qu'il vous faut. Et grâce au code En roue libre, vous obtenez une remise de 150 € sur l'achat d'un vélo de plus de 500 € qui sera livré chez vous sous 3 à 7 jours et vous aurez ensuite 14 jours pour l'essayer et le retourner ou l'échanger s'il ne vous convient pas. Donc rendez-vous sur upway.fr/en roue libre avec le code En roue libre. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Retour maintenant à Lou d'Anvielle avec Amaury Pierron. Qu'est-ce que vous vous parlez alors je sais qu'évidemment vous parlez, mais je vous ai vu, c'était hier au départ. Avant le run, où vous parlez, vous échangez un petit peu des petits mots. C'est un truc, vous distillez un peu des trucs, des petits tricks, genre, putain, ce virage-là, ou non, j'en sais rien, mais c'est quoi les échanges que vous avez À l'époque, franchement, ouais. Genre presque à même rouler ensemble, à se suivre presque. J'en ai dû faire une fois, tu vois, mais sur les premières années, c'était possible vraiment de partager ce genre de choses. Maintenant, moins, un peu quand même, tu vois, on peut se dire, putain, ouais, ce virage, c'est de la merde. Ouais, du coup, je cut un terme, mais maintenant, je prends quand même vachement de pincettes avec lui. Je sais pas si c'est du lard ou du cochon. Okay. Mais, ouais, il est très, très joueur là-dessus, donc je fais attention. J'aime bien partager avec lui, mais ouais, je prends des pincettes quand même. C'est quand même un très sérieux concurrent. C'est un très sérieux concurrent. Ouais. Et ouais, c'est à prendre avec des pincettes. Bon, 2025, les mondiaux à Champéry. Mondiaux à Champéry. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette piste ? Franchement, c'était super bizarre. J'y suis allé pour les Europes, là. Ouais. Et j'ai fait que les entraînements. Et putain, ouais, j'étais pas prêt. Ouais. Genre, je m'attendais pas trop à ça. Moi, j'avais l'image de Dany en 2011, là, sous la flotte, que ça avait l'air malade. Je pense que sous la flotte, c'est marteau. Ouais. Mais là, c'est vraiment du bobsleigh, ça roule à 10 000. T'es dans la pente, donc ça mène toujours la vitesse et ça comprime. Et j'ai jamais roulé un truc comme ça de ma vie. Donc, spécial. Il va falloir le préparer. Mais j'ai entendu dire qu'ils allaient changer la piste. J'espère la rendre un peu plus naturelle, parce que là, c'est un bike park dans la pente, quoi. Donc, il n'y a rien de technique, c'est juste envoyer la mousseline dans les virages, quoi. Bobsleigh. Et dans la pente. Mais ouais, vraiment bobsleigh de ouf. Okay. Donc, je sais pas trop. Mais dans tous les cas, c'est une place mythique. L'endroit est magnifique. C'est pas mal aussi. Okay. Et non, écoute, on verra. Ouais. J'attends de voir le calendrier déjà de la Coupe du Monde. Et ensuite, on verra un peu comment on planifie tout ça. Ok. Bon, 2-3 trucs à mettre en place, y compris de la prépa mentale. Ouais, aussi, ouais. On va s'y mettre un petit peu doucement. Je te dis ça, ça se trouve, je ferai que dalle. Demain, j'aurais oublié ce que je t'ai dit et j'irai jouer la Xbox à la place, quoi. Bon, je te fais confiance sur le fait que tu vas mettre les choses en place. Je voudrais revenir un petit peu, alors un gros flashback avant pour comprendre d'où tu viens, parce que t'es quand même issu d'une fratrie. Putain de fratrie, ouais. Putain de fratrie, qui sont pas manchots d'ailleurs. Non. Est-ce que tu peux nous parler de cette fratrie, d'où ça vient, pourquoi tous les trois vous faites du vélo? Parce que bon, tu vois, autant à Paye, il y a une rue dans laquelle il y a du Barrel, du Philippi, du Vouilloz et tout ça. Mais les Pierron, pourquoi les Pierron font du vélo ? Pourquoi les Pierron font du vélo ? Très bonne question. Mon père faisait un peu de motocross quand il était jeune. Il a rencontré ma mère. Le frère de ma mère a créé Trail Rando. Je sais pas si tu connais, il organise des randos plus ou moins partout dans le monde en bécane. Et donc mon père a rencontré ma mère comme ça. Et donc ils ont fait de la moto, de l'enduro pendant longtemps. Mon père en fait encore. Et donc nous on était gamins, ils faisaient de la bécane, on voulait faire de la bécane. Genre les darons ils ont de la bécane, c'est trop bien, tu vois. Et on voulait faire de la moto, mais
un peu compliqué. La moto, tu vois, c'est quand même un gros suivi, surtout quand t'as 3 gamins. Si les 3 ils commencent à faire de la bécane, tu t'en sors pas. Donc l'issue de ce cours, c'est le vélo. Donc on a toujours fait un peu de vélo dans le jardin. Mon frère il était au club de vélo, il s'est vite mis quand même plus ou moins à faire des sauts, la descente. Donc Alors attends, quand tu dis mon frère, parce que Baptiste, vu que t'en le as grand, 2, le grand. Ouais, ok. Ouais, le petit, il était encore avec les roulettes à cet âge-là. Antoine. Ouais, Antoine. Et donc Baptiste a toujours été bien baigné dans le vélo. Moi, je faisais mon rebelle un peu, ouais, je veux faire du foot, tu vois. J'essayais un peu de me séparer de ça. Puis on a déménagé, donc on était en Alsace, tu vois. On a déménagé en Auvergne et là, tu vois, changement de club de foot, moi, ça m'a un peu saoulé. C'était plus les mêmes copains, donc j'avais plus trop d'intérêt. Et donc Baptiste faisait ses premières coupes de France, donc moi j'allais le voir. Et ses premières courses, tout ça, et là, ça avait l'air cool quand même, tu vois. Genre, moi j'aimais le vélo, tu sais, j'en ai toujours un petit peu fait. Mais là, le voir sur les courses, il y avait vraiment une bonne ambiance. Je trouvais que l'ambiance de ce sport était géniale, tu vois. Et puis bon, le vélo, c'est quand même cool. Et donc tout ça, ça m'a pris. Je m'y suis un peu mis, tu vois. Je suis vas-y, moi aussi, je veux faire les compètes, tu vois, les régionales, les coupes de France. Et puis je me suis mis. Et puis le petit Tonio, il s'est mis aussi. Et du coup, on est tous les 3 sur les coupes du monde maintenant à se tirer la bourre. Génial. Et ils ont un peu du mal à concrétiser malheureusement. Mais c'est des machines, c'est des avions. À l'entraînement, je galère, je vais les suivre. Ouais. C'est un truc de fou. Et après, c'est plein d'aspects, tu vois. C'est tellement, le sport de haut niveau, ça touche tellement d'aspects que c'est dur de mettre tout bout à bout. Mais en pilotage pur, c'est des avions, quoi. Ouais. Beaucoup de gens à qui j'ai parlé disaient que c'est vrai que Baptiste, en termes de pilotage, quand il est énervé, quand il y a tout qui s'aligne, non, c'est une machine. Très technique. Il a peut-être moins l'engagement vraiment pour les pistes où faut vraiment engager de fou. Tu vois, sur des pistes comme ici, ou des pistes très techniques, il peut être très très fort. Et il est très fort de toute façon. Donc oui, en technique pure, c'est un truc de fou. Ouais. Et Tonio, c'est un peu pareil. C'est la balance un peu compliquée entre engagement et technique, mais enfin technique, il est très très fort aussi. Pilotage. Donc ouais, non, le gène est quand même bien passé, quoi. C'était quoi tes idoles, en fait, à l'époque? Parce que tu nous as parlé de Loïc, tu nous as parlé de... principalement de Loïc. Ouais. Quand tu arrives sur les courses pour la première fois, c'est quoi c'est qui les gens que tu admires, que ce soit en France ou à l'international? Je sais pas, tu lis des magazines, tu regardes des vidéos, tu vois des trucs. C'est quoi tes inspirations? Donc, c'est un peu tout le monde. Comme je t'ai dit, chez tout le monde, tu peux trouver des choses qui t'intéressent et qui te font grandir. Et donc moi, j'étais vraiment inspiré par beaucoup de monde. Donc quand j'étais tout gamin, donc mon frère il était dans vraiment sa période de vélo, il mettait les DVD là. C'était les années 5000. Et là, c'était quand même vraiment la classe. Bien sûr. Mais là, je touchais pas une plaque rétro-vélo, tu vois, je comprenais rien, mais je regardais les DVD, ce gars, il gagnait tout, et il avait trop la classe, tu vois. Ouais. Et donc après, quand je me suis mis, ouais, il avait quand même bien la classe encore, il faisait rêver. Plus après, donc l'époque Gwyn, où pareil, il martyrisait tout. Et c'était beau. Et après... Mais c'est pas des mecs comme ça, au final, qui m'ont fait grandir, tu vois. Ils m'ont fait rêver plus jeune. Oui. Mais ils m'ont pas forcément fait grandir. Et c'est plus des personnes, tout comme tous les Français que je te disais, Morgan Char aussi, qui venait, qui était dans le petit team où moi j'ai commencé aussi, Passion Vélo. Et Morgan Char qui devient champion du monde, rien n'est impossible. Je me rappelle de cette phrase, tu vois. Et ouais, rien n'est impossible, tu vois. Et des Guillaume Covin, tu sais, des Français qui par le travail, qui n'ont pas toujours été là, mais qui par le travail ont réussi à monter devant. Et au final, c'est ces Français-là qui m'ont le plus inspiré, tu vois. Je me suis dit, moi aussi, je peux le faire, tu vois. Donc, plein de petits Français, tous les petits Français qui font du vélo. Tous les petits Français qu'on
qu'on salue, qui sont Qu'on sur salue. qui sont sur les Coupes de France, les Coupes du Monde Ouais, et tout. franchement, Mm. tu sais, tout a commencé là. Hein. Ouais. Maintenant, on fait moins de Coupes de France, les pilotes, tu vois, de Coupe du Monde. Mm. Parce que on n'a plus trop le temps. Au final, on a beaucoup de demandes à côté. Donc, on essaie de se reposer ou travailler pendant ces temps-là aussi. Mais à l'époque, ouais, tu vois, quand tu voyais des mecs de Coupe du Monde, et que toi, t'es cadet sur les Coupes de France, tu vois, t'es là, tu sais, ils te font rêver, quoi. Ouais. Même des Romain Pollan. Je me rappelle de tout l'US Cagne, c'était terrible. Quand j'étais cadet, l'US Cagne, on voyait un mec, et ça défilait les mecs de l'US Cagne comme ça. On était là, putain! Tu sais, c'était l'équipe à. C'est le club. Fallait les battre, tu vois. carrément. Quand on battait l'US Cagne, c'était une fierté, tu vois. Tu vois que ce sud-là, c'est. Ouais, il y a c'est un truc. Ouais, Ouais. c'est, ils ont tout l'hiver pour rouler, tu vois. Et ils Pas roulent les sur des Bretons terrains, ou les mecs des Alpes ou les Parisiens. ou les Parisiens ou que tu veux d'autres que tu peux rouler, tu vois que t'es dans le sud, tu roules tout l'hiver. Ouais. Donc, et nous, ouais, je me rappelle qu'on était là à l'US Cagne, quoi. Est-ce que tu regrettes justement de ne pas pouvoir aller plus sur des Coupes de France? Oui et non. Parce que je m'épanouis vraiment sur une Coupe du Monde. Tu vois, on parlait de pression sur une Coupe de France, j'ai pas de pression. Et c'est pas pour autant que je vais la gagner. Je peux me faire ouvrir parce que tu sais, je ressens pas, j'ai pas forcément envie de gagner une Coupe de France, tu vois. Enfin, mais c'est sûr que si je repense au petit moi gamin, peut-être qu'il y a des petits gamins qui seraient contents de nous voir rouler. Et donc c'est super égoïste de ma part, tu vois. Mais comme je te dis, malheureusement, on peut pas prendre 4-5 jours à aller s'amuser sur une Coupe de France parce que faut qu'on bosse, on n'a pas forcément le temps pour préparer les Coupes du Monde. Donc si les pistes sont très intéressantes, on peut y aller. On va y aller et du coup c'est génial, tu vois. Mais c'est pas toujours le cas. Donc et puis ça, des fois, ça tombe simplement mal aussi, tu vois. Ouais. Juste une semaine avant une Coupe du Monde ou quoi que ce soit, tu peux pas, quoi. Bien sûr. Oui, et puis le Donc, calendrier est chargé. Le calendrier est chargé, donc c'est compliqué. Ok. Mais ce que je comprends, c'est que si t'en avais l'opportunité, tu le ferais. Si la piste me plaît. Ouais, si la Genre, piste te si, plaît. Ok. tu vois, je me rappelle de Méribel à l'époque, c'était incroyable, tu vois. Qu'est-ce qu'on a fait tu vois, si Lourdes, par exemple, refait une Coupe de France. Parce qu'au final, on a des super endroits. Au final, j'ai fait des Coupes de France sur ces courses et ça a été des Coupes du Monde par la suite. Donc ça prouve qu'on a quand même de très belles pistes en France. Et quand elles sont tracées un peu en avance. Quand elles sont préparées, ouais. Et que c'est pas des grandes courbes en dévers dans l'herbe tracées au 4x4. Oh, on a déjà eu des sacrés trucs, ouais. Ouais, on a eu des sacrés trucs. Mais il y a des très belles choses. Ouais. Et c'est pour ça que je pense aussi que la France est une nation forte, quoi. Ouais. Et puis avec Chris Ball, on a parlé de Manu Hubert aussi, enfin de vraiment de la pyramide extrêmement solide que constitue le réservoir de pilotes français. Et Manu qui est à la tête de tout ça, qui a été longtemps à la tête de tout ça, et pas étranger au truc, quoi. Ouais, Manu. Donc moi, je pense que maintenant c'est quand même plus compliqué. Il y a plus d'équipes, donc tu vois, il y a plus de jeunes qui arrivent à trouver des petites équipes et qui se déplacent sur les Coupes du Monde avec leurs équipes. Moi, à mon époque, tu vois, j'avais pas grand-chose et j'ai eu la chance que Manu il déplaçait. Tu vois, c'était Kevin Joly, le mécano. Ouais. Et donc moi, j'ai fait mes premières Coupes du Monde avec Manu et Kevin qui faisait ma mécanique. Et j'ai gagné ma première Coupe du Monde avec Kevin. Génial. Donc ça, c'est quand même drôle. Ouais. Et sans ça, pareil, tu vois, genre, j'aurais jamais pu aller sur les Coupes du Monde parce que ça coûtait cher et du coup là, c'était déplacement et hébergement compris. Donc j'ai pu aller sur les Coupes du Monde parce que j'avais Peanuts, tu vois. Donc et donc tu vois, moi, ça m'a permis de faire mes premiers pas et de me dire putain, il y a peut-être quelque chose à faire en creusant. Ouais. Donc ça m'a quand même bien permis peut-être d'en arriver là aussi, tu vois.
Si on parle un peu évolution de la descente et de la Coupe du Monde, on en a parlé avec Chris Ball, ce format plus restrictif, c'est-à-dire moins de pilotes, potentiellement pas de protection, pas ou plus de protection, et d'autres différentes évolutions, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu penses que tout ça c'est positif pour le sport, ou est-ce que tu regrettes que la Coupe du Monde finalement ne permette pas à d'autres pilotes d'accéder? Je pense que c'est une bonne chose, parce que là, on touche les limites un peu de notre sport. Nous, c'est chiant d'arriver sur une Coupe du Monde. Là, toute la saison, il faut que tu ailles. On fait entre 1 heure et 1 heure et demie de queue avant chacun de nos trainings, parce que on est 200 mecs et que si tu veux pouvoir, parce que les créneaux horaires sont courts, et donc il faut faire des laps et il faut arriver, il faut être le premier en haut. Du coup, tu arrives 1 heure et demie avant, parce que sinon t'attends et tu fais 1 ou 2 runs de moins et c'est mort. Genre, moi, je me suis fait surprendre en Écosse. J'arrive, j'ai fait 4 runs le premier jour. J'ai vu flou, le lendemain, t'as la qualif. Faut remettre, toi, quand même, tu vas en qualif. Hein. Et donc, tu vois, du coup, tu viens 1 heure avant, t'as toujours pas assez, 1 heure et quart. C'est un truc de fou. Ouais. Donc là, tu vois, on arrive, on est trop. C'est sûr. Après, et je pense que ça peut être bien d'avoir un sport élitiste pour faire encore grossir le sport, tu vois, vraiment concentrer toute l'attention sur un plus petit nombre de pilotes. Ouais. Et ça sera quand même assez large au final. Mais par contre, il faut clairement un circuit intermédiaire qui tienne la route. Parce que sinon, tu tues le sport dans 10 ans. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de niveau et c'est fini, tu vois. Parce que là, si tu reviens quelques années en arrière, donc c'était la qualif à 80. Là, on se retrouve à 30 en finale, tu vois. On est passé à 60, ensuite 30. Donc déjà, tu t'es crème, tu vois. Tu vas peut-être dégoûter des mecs à revenir l'an prochain, etc. Des mecs je pense aux mecs de Nouvelle-Zélande, Australie. Je sais pas, t'es jeune, tu dis... genre, j'y vais ou j'y vais pas, ça sert à quoi si je fais pas la finale, tu vois. C'est des coûts énormes. Et même pour des petits jeunes qui vont passer élite, la transition elle est dure. Et il y a des talents qui ont émergé tard. Des Dak Norton, des Benoît Coulange, même moi aussi. On est un paquet à avoir galéré, mais on kiffait ça. Et on a travaillé, et au final, maintenant, c'est quand même des acteurs principaux de la Coupe du Monde. Ouais. Et tu dis, putain, si on leur avait coupé l'herbe sous le pied, ils seraient peut-être pas là, et du coup, t'enlèves 5 mecs du top 10, tu sais, le niveau serait vachement moins haut, ce serait moins intéressant à regarder, tout ça. Donc, il faut vraiment, je pense, j'ai entendu parler qu'ils voulaient du coup faire un circuit intermédiaire, mais j'espère vraiment qu'ils vont le faire et que ce soit un truc quali, filmé, avec de l'oseille aussi dedans. Parce que sinon, je te dis, dans 10 ans, tu tues le sport, je pense. Donc diffusion, donc sponsor, donc argent. C'est ça. Je pense qu'il faut. Il faut qu'il y ait l'argent. Je sais pas comment, mais il faut que ce soit diffusé, je pense. Et il faut qu'il y ait l'argent. Ouais. A priori, Monster Energy, de ce qu'on a pu voir, qui est le circuit intermédiaire aux US, qui a l'air de bien fonctionner. J'ai entendu des discussions, des choses à propos d'un circuit plus large, en tout cas sur le continent européen. Donc ça, selon toi, c'est vital pour pouvoir permettre à des juniors, mais pas que, d'accéder au plus haut niveau et de grimper, quoi. Mais c'est sûr. Un peu de monter. Parce que, tu sais, ça va vite, hein. Tu te blesses ou quoi, tu galères un peu à revenir. Tu vois, si t'es sur un circuit continental, et puis ça peut être génial même parce que la Coupe du Monde, donc c'est quand même, au final, sous pression. Tu vois, c'est dur à gérer la pression d'une Coupe du Monde. Et il y en a beaucoup qui ont du mal. Et comme je te dis, tu sais, quand moi, par exemple, je vais sur une Coupe de France, je peux me faire éclater, par exemple, par mes frangins, parce qu'ils gèrent, ils roulent trop bien sur des Coupes de France, par exemple. Et il galère un peu plus en Coupe du Monde. Et du coup, ce circuit continental pourrait peut-être, ça ferait un entre-deux.
Et tu vois, à apprendre à gérer cette pression, à vraiment jouer sur le devant d'un championnat. Et du coup, si tu crées ce circuit, tu vas vraiment créer des champions de ce championnat et qui vont arriver du coup sur la Coupe du Monde, genre prêts à en découdre, tu vois. Oui, ça, qui seront prêts, quoi. Ouais. Tu sais, avoir géré déjà de la pression, je pense que ça peut vraiment être que bénéfique au final de faire comme ça. Ok. L'année dernière, tu as eu une chute qui était une chute entre guillemets bête, Ouais. qui aurait pu avoir absolument zéro conséquence si ça avait été dans un pré comme là-haut. Ouais. Mais malheureusement, tu es tombé sur une souche, tu t'es pété une vertèbre, C5. Ouais. T'as pas vu tout de suite, t'as pas senti tout de suite. Alors, t'as peut-être senti qu'il y avait un truc, mais t'as pas senti tout de suite qu'il fallait que t'arrêtes. Non. Est-ce que t'es particulièrement un dur au mal ou est-ce que c'était, je sais pas, l'adrénaline du truc, ou tu voulais que... Qu'est-ce qui a fait que t'as continué? Je pense que tout athlète est quand même plus ou moins dur au mal. Et moi, je tombe. Donc, donc, je sens quand même qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Je me dis là, j'ai un gros torticolis, quoi. C'est super bizarre. Genre, ça m'avait tendu toute la nuque. Et ça faisait vraiment mal. Mais, si tu veux, j'ai déjà eu un gros torticolis. Et genre, c'est des douleurs vraiment violentes à pas pouvoir te coucher sans te tenir la tête. Et là, c'était exactement pareil. Genre, douleur énorme. Je pouvais pas m'allonger. Il fallait que je me tienne la tête, tu vois, pour me pencher en arrière. Et pour me relever pareil, je pouvais pas porter le poids de ma tête quand je m'allongeais. Et du coup, donc là, je tombe. Donc, je passe 10 minutes, tu vois, quand même un peu sonné. Donc, beaucoup de pression. C'était la première manche de l'année 2023. J'avais gagné la Coupe du Monde en 2022. Donc, je voulais réitérer. Bref, beaucoup de pression. Donc, je redescends tant bien que mal. Une douleur énorme. Je me dis, putain, genre. Donc, on fait des tests manuels pour voir si rien n'est pété. Donc, tu sais, c'est simple. Hein. T'appuies, on te le fait souvent dès que t'as mal au cou pour voir si c'est pété. On vient te toucher. J'ai pas mal au toucher. Okay. J'ai pas mal au toucher. Donc, le feu est vert. T'as la qualif dans 1 heure. Alors, attends, juste un truc quand même, mais à ce moment-là, pas de prise en charge sur le bord de la piste? Je suis au bord de la piste, je dis, bah, tu sais, je suis là. On me demande, t'as besoin des médics? Je dis non. Enfin, tu sais, je suis debout, j'ai mal, mais j'ai pas besoin des médics. Donc, je descends et je redescends comme ça. Donc, tu roules. Enfin, je roule le long de la piste. Enfin, je me laisse descendre, quoi. Tu sais, genre, je prenais pas les sauts, j'avais trop mal. Et donc, j'arrive en bas, on fait tous les checks avec notre physio, tout ça. Et là, on est un peu dans l'impasse à se dire, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Enfin, j'ai mal, mais j'ai réussi à descendre. Rien n'a l'air de péter. Je me suis fait checker par 2 physios. Donc, il n'y a rien de pété. Tu vois, pour moi, c'est clair, j'ai rien de pété. J'ai juste trop mal. Donc, donne-moi 2 cachets et j'y vais. Je monte, je fais ma qualif à moitié sans m'échauffer. J'avais pas le temps, tu vois. Je fais ma qualif, j'arrive, je fais 57e, je crois. Et donc, pour le coup, le lendemain, je me dis, là, ça sert à rien, tu vois. Pour faire ça, j'ai trop mal. Et moi, je pensais que j'avais une commotion. Donc, j'avais sûrement une petite commotion aussi, tu vois. Mais c'était ça qui m'inquiétait le plus. Pour moi, j'avais rien de pété. C'est juste un torticolis et j'ai une commotion. Donc, bref, je prends la décision sage pour moi de ne pas rouler le jour de la finale. Et personne te dit, roule pas. Il y a que toi. Ben non, qui sait qui veut... Enfin, ouais. Si au bout d'un moment, tu sais, il n'y a pas de danger, si tu le connais pas, le danger. On était totalement inconscient du danger. Et du coup, au final, je roule pas et je vais, du coup, on enchaîne avec Léo Gang et je me dis, je vais rouler à Léo Gang, tu vois. Sauf qu'arrivé, on va aller au gang et là, j'avais encore trop mal. Là, faut peut-être aller on va faire un check, tu vois. Enfin, c'est même pas moi qui voulais aller faire un check.
Parce que moi, je voulais encore prendre des cachets et rouler, tu vois. Et là, par contre, Ruff, il me dit, bah là, c'est quand même peut-être pas normal. On va aller faire un check. Juste pour se rassurer. Juste pour se rassurer. Mais donc, avant d'aller plus loin, donc, tu tombes, tu fais la qualif, tu fais 57e, tu décides de pas rouler. Ensuite, tu vas aller au gang, tu commences à rouler. Non, je roule pas. Tu roules pas, ok. Non, avant d'attaquer la semaine. Avant d'attaquer. Et là, donc, tu vas faire des examens. Ouais. Et donc, ils disent quoi, les examens? Bah, examen. Donc, moi, j'étais quand même plus ou moins confiant, quoi. Sauf que quand je suis en salle d'attente, d'un seul coup, il y a 5 médecins qui arrivent autour de moi. Ils me mettent le truc autour du cou. Donc là, je fais wow. Déjà 5, c'est beaucoup, c'est bizarre. Le truc autour du cou, c'est très bizarre. Et là, ils me commencent à me demander, tout va bien? Tu sens tes doigts, tes sensations, tes pieds, ta motricité, tout va bien? Et là, je vois vraiment flou et j'ai vite compris que c'était bien la merde. Donc au final, scanner pour être sûr, tu vois, pour avoir plus de précision. Et au final, du coup, quand même bien dégueu. C'est quoi dégueu? Genre, du coup, bien écrasé. Et du coup, ils ont dû, en fait, c'était donc ce qu'ils appelaient fracture instable. Ça devait pas être si instable que ça. Hein. Parce que au final, j'avais pas si mal quand même, tu vois, et j'ai pas eu de problème moteur. Je connais des gens qui ont eu des problèmes moteurs par rapport à ça, qui vont très bien aujourd'hui. Mais bon, bref, instable et donc pas possible de rentrer en France pour se faire opérer. Il fallait se faire opérer là-bas, donc c'est quand même un gros merdier, putain. Et là, je me suis jamais autant chié dessus. Hein. Je suis déjà allé au bloc quelques fois pour des clavicules, mais là, c'est pas pareil. Hein. Il t'explique que tu peux perdre ta voix, elle peut être changée pendant quelques temps. Oui, parce que ou alors parce que ils passent par devant. Ils sont passés par devant parce que c'était le corps vertébral, donc le corps vertébral il est devant. Donc c'est un merdier de fou. Hein. C'est un merdier de fou et donc ils ont dû enlever. Donc au final ils ont enlevé la moitié du corps vertébral de la vertèbre. Ils ont mis une cage à la place et ils ont soudé trois vertèbres ensemble. Donc là, tu vois. T'es un peu raide. Ça va, je suis pas mal. Franchement, je suis pas pire. Ouais. Camille Balanche qui s'était fait opérer de ça m'a bien rassuré. Okay. Et mais au final, quand je suis allé au bloc, j'ai jamais tremblé pareil. Horrible. Parce qu'on te dit, voilà, si ça se passe mal, ça se passe mal, quoi. Et l'erreur est humaine. Et ils te font signer le papier. Donc là, je te garantis que tu passes un vrai mauvais moment. Mais bon, au final, le terrible de l'histoire, c'est une bisonne dégueulasse pour une chute de merde. Et quand tu vois qu'on arrive ici et que la bisonne est encore dégueulasse, que sur la piste, t'as encore des souches qui ressortent beaucoup, tu te dis, mais putain, c'est pas possible, quoi. Donc l'an dernier, ils ont quand même fait des efforts après ça, au final. Moi, j'ai essayé comme je pouvais à essayer de faire passer le message un peu sur les réseaux. On en a parlé pas mal avec Flo et c'est quand même un sujet qui ressort maintenant parce que tu peux pas envoyer des pilotes au bout d'un moment c'est ces pilotes qui te font le show, qui font tourner ce manège énorme de la Coupe du Monde. Il faut les protéger un minimum, tu vois. Ouais. Et il faut des matelas, il faut des filets quand tu vois que ils te disent qu'ils ont pas assez de filets, que là ils mettent des filets tant bien que mal pendant les practices parce qu'ils avaient pas pensé que ça pouvait sortir là. Et tu vois, il y a quand même un énorme boulot là-dessus encore. Qu'est-ce qui manque aux organisateurs pour véritablement pas comprendre, mais peut-être et mettre en place des vraies choses, parce que ta chute, ton accident aurait pu être dramatique. Comme Bénin. si ça avait été clean, tu vois. Effectivement, ta chute t'aurais pu rouler bouler dans l'herbe et puis ça aurait été ok. Là, boum, il y avait une souche. Ouais. Qu'est-ce qui manque à l'organisation, aux organisateurs, à l'UCI pour faire le boulot? Je pense que l'organisateur,
il organise un événement. Et si tu lui donnes pas des outils, toutes les infos nécessaires et que t'es pas derrière lui pour au moins surveiller, il peut pas. Lui, ce qu'il veut, c'est que son événement se passe bien, qu'il y ait des spectateurs et que la piste soit un minimum belle et tu vois, et c'est réussi pour lui. Mais je pense que le problème, il est au niveau de plus de l'UCI ou l'ESO, je sais pas qui c'est qui tire vraiment les ficelles de ce manège. Mais eux, ils doivent avoir je pense, un crew qui se déplace sur chaque Coupe du Monde. Au moins 5 diggers déjà pour venir préparer la piste, la faire nickel, qu'on arrive qu'elle soit pas déjà rôtie de l'an passé, qu'elle soit sécure, des mecs qui soient formés à ça et qui se déplacent sur toutes les Coupes du Monde à l'avance, parce qu'il faut savoir qu'ils le font pour savoir où ils vont mettre les caméras, 3 mois à l'avance ou 1 mois à l'avance, ils viennent. Bon alors, allez les caméras là, mais du coup, enfin je sais pas. Ça, c'est pour leur pognon, mais nous, ce qu'il faut, c'est la même chose, 1 mois ou 2 mois à l'avance, ce que tu veux, que la piste, qu'elle soit demandée, prête, livrée 1 mois à l'avance. Après, tu la fermes, basta pipo, et qu'ils viennent vérifier, et que presque tu vois, si tu avais un crew vraiment spécialisé, ils viendraient et ce serait eux qui s'occuperaient de chaper, tu vois. Ok. Je pense que c'est ça qui est important. Pareil pour les marshals, que t'es au moins 5 mecs. Tu vois, pendant la course, pareil que ça pourrait être ces mêmes mecs-là qui soient là à regarder qu'il n'y ait pas des souches qui ressortent, des cailloux qui roulent. Il y a des marshals, il y a des endroits, tu sais, ils captent pas. Enfin, c'est des bénévoles. Et Val d'Isole, c'est toujours des retraités. Tu vois, il y a des endroits, c'est chaud, tu vois. Ils savent à moitié pas quel drapeau mettre. Donc, c'est quand même un peu limite. Et je pense que vraiment, sur le côté marshal, préparation de piste et bizone, il faudrait clairement un groupe de personnes qui s'assurent d'aller vérifier les pistes à l'avance, quoi. Et si c'est pas livré, enfin je sais pas, tu mets des amendes, tu reviens pas l'an prochain, je sais pas, c'est compliqué. Bien mais sûr. Si t'avais une équipe qui serait disponible à l'année, tu sais, payée à l'année, les gars, c'est claque, des spécialistes. ils vont bosser, c'est eux qui préparent, tu sais, je sais pas, t'as le temps, quoi, dans une année, si t'as 5 mecs à payer à l'année à faire ça. Et une commission qui valide qui valide la piste. Peut-être aussi pour éviter que les qualifs soient annulés. C'est terrible. Ce week-end-là, c'est terrible. Alors pour rappel, tu peux rappeler le contexte parce que donc on est à Loudanvielle. Voilà, on est le lundi d'après course. Vendredi, il a draché comme c'est pas possible. Et dis-nous tout. Et draché comme pas possible et du coup ils annulent les practices. Mais la raison au final, je la sais même pas. On a entendu, nous si tu veux, on a un groupe chat avec les riders. Et donc, il y en a, ils ont commencé à râler, la piste, elle se défonce et tout. Mais au final, elle devenait de mieux en mieux. Donc, ils ont dit, faudrait peut-être arrêter. Et donc, au final, ils ont eu gain de cause et on n'a pas pu rouler l'après-midi. Donc, tu vois, c'est déjà chiant. Alors que la piste, elle devenait de mieux en mieux de mon point de vue. Et ensuite, donc, on devait tout avoir un peu plus de practice le lendemain. Qualif semi. Et au final, tu sais pas pourquoi, ils rechangent parce qu'il y a replu la nuit, donc ils voulaient attendre que ça sèche, mais bon, à une demi-heure près, ça séchait pas beaucoup. Et donc ils font péter. Donc ils font péter la qualif, mais ils prennent les points. Ils prennent les points de la qualif. Donc c'était une semi avec les points de la qualif. Donc déjà c'était pas logique. Moi, tu vois, ça n'a pas tourné en ma faveur, mais j'espérais revenir au général ici. Et donc, j'avais besoin des points de la qualif, j'avais besoin des points de la semi-finale et de la finale. Et là, ils nous pètent 100 points. Et donc, si ça avait tourné en ma faveur avec toutes ces options, même presque, j'aurais presque pu repasser devant si Loïc, tu vois, il tombait en finale. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais c'est con avant dernière manche, tu sais que t'as un général où ça peut potentiellement se resserrer, et genre c'est trop bien, et ils te font péter 100 points.
100 points sur quoi? Sur 400 potentiels dans le week-end. Donc c'est quand même énorme. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est des décisions qui ont été prises et on peut rien y faire. Donc on ferme notre gueule et on s'adapte. J'aimerais passer un petit peu sur le team commensal Muc-Off, dont tu fais partie depuis combien de temps maintenant? Je suis entré en 2018. Ouais. Donc c'est ma 7e année. Wow. Ouais. Tu as évidemment une relation particulière avec ce team. Qu'est-ce qui rend ce team si spécial selon toi? Et simplement, je pense l'aspect familial, amical, c'est vraiment une grande famille de passionnés. Ça part d'une famille, hein, la famille Ruffin, qui a commencé ça, comme je te le disais tout à l'heure, quand moi j'allais voir Baptiste rouler sur les premières courses, ils étaient en camping-car. Et donc maintenant le camping-car il s'est transformé en Spire-Morque, énorme paddock, beaucoup de staff, beaucoup de pilotes, et ouais, c'est une grosse structure et familiale. Donc tout le monde s'entend très bien, il y a une bonne ambiance, et ouais, c'est ce qui caractérise le team. Et bosseur. Alors pour rappel du contexte, pour rappeler ce que c'est qu'un team aujourd'hui, c'est des gens, en l'occurrence Thibaut et Gaëtan Ruffin, qui étaient pilotes de Coupe du Monde, qui ont commencé à vouloir avoir des pilotes autour d'eux, monter une structure qui était au début un camping-car, globalement. Ils allaient sur toutes les courses et ils permettaient à d'autres pilotes de rouler. Et les résultats aidant, l'histoire faisant que ce team a grossi, a réuni des sponsors, donc a pu regrouper des meilleurs pilotes, donc grossir, enfin tout ça pour donner aujourd'hui ce qui constitue peut-être le plus gros team du paddock, avec donc Commensal en sponsor principal avec Muc-Off, et avec pour le coup un support, donc qui est le support factory, avec service course, qui est intégré au team et qui est partie intégrante de Commensal. Donc avec Arthur Couette, qui est le génialissime ingénieur qui était auparavant chez Boss. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de cette relation avec Arthur? Comment tu travailles avec lui? Ton expérience de la mise au point? Et est-ce que tu as toujours été attiré justement par la mise au point? Alors, première fois que je rencontre Arthur, donc j'étais pas encore dans l'équipe, j'étais du coup, lui bossait pour Boss, et moi j'étais avec Piche chez Scott Lagoulan. Et donc on avait suspension Boss, et c'était l'époque totalement freeride encore, pour moi du moins, enfin pour cette petite équipe. Et on avait des lunettes totalement loufoques, et du coup on déconne, on dit vas-y mets ça, et je mets ces lunettes totalement loufoques et je garde mon plus grand sérieux face à cet Arthur. Et genre c'est passé, mais il m'a pris pour un fou. Et plus tard on a rigolé parce que c'était une blague en fait, tu sais. Ouais. Et donc c'était la première relation qu'on a eue, et il s'est dit mais où c'est que je débarque avec ces gens, et au final on a bien bossé, il était très content du résultat, mais il s'est dit mais où c'est que je débarque là. Il était descendu de Toulouse, on était en Espagne, et donc c'était assez marrant, on avait bien rigolé. Et donc quand je suis rentré chez les Ruff, je crois que lui il venait de rentrer chez Commensal. Ça s'est fait plus ou moins. Il a dû rentrer 1 an avant, ou juste avant. Et donc moi, quand je suis rentré, c'est là que j'ai commencé à du coup bosser un peu avec lui au niveau cadre. Donc on avait déjà bossé un petit peu en suspension. Et ça a toujours plus ou moins bien marché. Je suis arrivé du coup moi de Scott, et depuis donc 2016, donc après c'était Commensal Lac Blanc, j'ai toujours été Commensal depuis 2016, donc ça fait quelques années quand même.
Mais c'était quand même des vélos assez différents et on est arrivé avec pas mal de demandes au final, de rallonger les cadres, de rigidifier, que c'était une sacrée saucisse à l'époque, le Commencal. Donc on est vite, tu vois, quand nous on est passé de Scott à Commencal avec la blanc, on a vite eu des demandes, mais c'était, tu vois, des demandes. On bossait pas encore en relation directe. Et quand je suis rentré chez les Ruffs, là, on a commencé à vraiment bosser ensemble. Et moi, j'arrivais en tant que pour le coup, teenager de l'équipe. Ouais. Et tu vois, il y avait Rémi, Pompon. Et donc là, moi, c'était mon année d'apprentissage. Et c'était la première fois que je faisais autant de team camp de ma vie. Et tu vois, d'habitude, j'en faisais un et demi. Et là, c'était un team camp toutes les 4 ou 6 semaines pendant l'hiver. Donc, c'était waouh. Je me suis rendu compte de ce que c'était que d'être professionnel, tu vois. Ouais, c'est l'année où je suis passé pro à plus travailler ou plus être à l'école. Donc, tout s'est goupillé en même temps. Et donc, ouais, le magicien que je l'appelle, hein, toujours des idées de farfelus pour trouver des solutions. Malheureusement, moi, je lui trouve toujours des problèmes. Je lui fais fumer le cerveau. Ouais. Mais il trouve quand même très, très, très souvent des solutions. Donc, c'est impressionnant. On bosse, maintenant, on bosse sur tous les aspects du vélo. Et c'est lui qui aide il fait vraiment une relation, si tu veux, sponsor-team. Tu vois, maintenant, on joue vraiment là-dessus. Tu vois, par exemple, on donne vraiment de retour aux marques pour qu'elles puissent s'améliorer. C'est un des gros axes aussi du team. C'est voilà, nous, on bosse, on passe l'hiver à essayer d'améliorer vos produits pour nous, mais du coup aussi pour vous. Et donc Arthur a cette mission importante au sein du team, en plus de sa mission Commencal qui est déjà chargée, quoi. C'est justement la mise au point, c'est un truc avec lequel tu as tout de suite eu une appétence, type ok, j'ai compris que en fait j'étais capable de demander des améliorations sur mon vélo, de les avoir et de grandir avec ça. Je l'ai pas perçu vraiment comme ça. Parce que du coup au début donc j'avais quand même changé pas mal donc j'étais Commencal, mais du coup changé de pneus, suspension, frein, donc enfin tout à part le cadre. Et donc c'était quand même un temps d'adaptation. Et du coup c'est là que j'ai compris putain qu'il y a pas mal de choses qui différaient entre les composants. Et du coup j'ai compris qu'il y avait des choses à améliorer en fait, tout simplement. Et donc c'est comme ça que tu vois, on commence à se creuser la tête. Ben tu vois, ça c'était mieux, ça c'était moins bien et ça c'est mieux. Et petit à petit, sans vraiment notion de travail, mais juste à comprendre qu'il y a des différences entre les matos, entre même de matos dans la même marque. Il y a des choses à faire partout. C'est comme ça que j'ai commencé à vraiment créer des ressentis matos. C'était cette année-là, quoi, de l'hiver 2017-2018. Ouais. Jusqu'à arriver à un moment où Arthur dit que t'es perfectionniste, voire casse-couille. Du coup, c'est le chat qui se mord un peu la queue. Tu veux toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Et t'es dans un cercle où, après le moindre petit truc, tu le ressens et ça va te saouler, quoi. Parce que tu recherches tellement de la précision dans le ressenti que le vélo va te donner que dès que ça va différer de ce que tu veux, tu vas le ressentir et du coup tu vas dire ça va pas. Tu peux nous donner des exemples de choses que t'as ressenties et où on n'attendait pas forcément de toi que tu les ressentes? Qu'on attend, ça arrive tout le temps. Franchement, il y a tellement de paramètres que t'es des fois c'est dur parce que donc lui, tu vois, il est sur son ordi avec son cerveau et ça fume et il y a des courbes et des points dans tous les sens. Et donc, ok, on discute, j'ai mes retours. Et donc, c'est lui qui, avec mes retours, avec ce qu'il voit sur la quille, va décider de
de ce qu'on va faire, parce que c'est pas moi qui vais lui dire, bah là, fais-moi ça dans la fourche, ou, Ouais. ou l'amorto, ou sur le cadre, change ça, ce que tu veux. J'ai des notions, mais Mais t'as du ressenti. c'est très basique, mais j'ai le ressenti. Mais c'est lui qui va opérer au changement, tu vois. Ok. Enfin, qui va dire, ok, dans la fourche, tu vas changer, je sais même pas quoi, Hmm. mais un truc. Et Ouais. du coup, tu vois, avec mon mécano Thomas qui change. Et des fois, donc lui, ce changement, il s'attend à une réaction. Il s'attend que je vais lui dire, c'était comme ça. Et des fois, c'est pas ça. Et c'est ça qui est dur, c'est d'arriver à trouver le bon réglage, parce qu'il y a tellement de paramètres sur un vélo que, enfin, les pneus, les roues, les suspensions, le cadre, la rigidité, la cinématique. Et donc lui, il a quand même tout ça à gérer. Ouais. Mais donc c'est à moi de donner les meilleurs ressentis possibles, à dire que le vélo réagit comme ça, que je voudrais qu'il réagisse comme ça, dans ce genre de choc, dans ce genre d'endroit, dans ce genre de pente. Et c'est donc je dois être très précis dans mes retours pour qu'au run d'après, lui, il ait compris ce que je recherchais, qu'avec les datas qu'il a, donc ça colle à ce que je dise. Et il faut quand même trouver la solution, parce que Bien sûr. tu peux dire, ok, je vois le problème, mais après, il faut trouver la solution. Ouais. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Et donc, des fois, on peut s'arracher un peu les cheveux à galérer à trouver des choses, mais globalement, c'est quand même un crack et ça marche souvent, quoi. Ouais. Donc là, on a passé un petit moment sur Arthur. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler de la relation que tu as avec Myriam et peut-être de comment elle t'inspire avec son parcours, lui aussi jalonné de blessures. Mhm. Là, elle vient de... Ah, c'est génial, ouais. Elle vient de gagner à Loudanviel, un retour qu'on est ravis tous de voir ça. Ouais, comment est ta relation avec Myriam? Comment elle t'inspire? Comment tu travailles avec elle? Eh ben, déjà, c'est une grande championne, titrée, gagné des courses, référence de la descente française, hein. Donc c'est cool, c'est une star, tu vois, donc t'es à côté d'elle, t'apprends, enfin, tu vivre, tu vois, elle t'apprend à gérer beaucoup d'aspects. Elle m'a un peu, ouais, comme une grande sœur, appris beaucoup de choses au final de la vie. Je me rappelle quand j'étais pareil, sur des anecdotes à chaque fois, quand je suis junior. Tu sais, quand je commençais à vouloir m'intéresser un peu à la performance, bon, qu'est-ce que je peux faire? Faut que je mange quoi? Parce que tu vois, elle est calée à fond là-dessus. Et du coup, c'est tout con, elle me disait. Donc moi, je mangeais comme une merde, tu vois. Elle dit, bon, faut au moins que tu fasses un tiers féculent, un tiers légumes et un tiers protéines. Après, tu te démerdes, tu fais ce que tu veux. Et donc après, chaque fois, je lui envoyais donc j'étais pas encore dans l'équipe, tu vois. On se parlait un petit peu et je lui envoyais des photos. Regarde, t'es fier de moi? Okay. Je faisais mes trois tiers. Donc c'est, tu vois, au final, des petites choses qui t'apprennent à être meilleur. Et après, sur le vélo, niveau trajectoire et pilotage, elle est très douée. Dès que c'est technique, c'est vraiment un monstre. Pareil, je me rappelle Whistler, une année, tu la mets sur les North Shore. Mais moi, j'y vais pas, moi. Du coup, elle y va, du coup, je suis obligé de la suivre. Et elle roule là-dessus, mais elle pourrait jouer de la clarinette en même temps, quoi. Ouais. Et moi, je suis en panique derrière et je la suis pas. Et techniquement, c'est un truc de fou. Donc, même sur les courses, beaucoup, on échange des lignes parce que on a, pour le coup, je me sers un peu de son pilotage. J'ai un peu le même, je trouve. Donc, je me sers de ses ressentis pour progresser aussi. Son mental? Costaud. Ouais. Très costaud, hein. Bah là, comme tu dis, elle revient d'une blessure, mais d'horreur. La tête, c'est terrible. Elle a galéré pendant qu'elle était tombée en février. Et tu vois, elle peut revenir que cette année au final. Donc ça faisait voilà, pendant février 2023. Ouais, février 2023. Donc ouais, elle est revenue décembre. Elle a passé quasiment 1 an à pas pouvoir faire de vélo, à pas pouvoir faire d'efforts.
à éviter le bruit, faire des puzzles, ça lui faisait mal à la tête. C'est trop compliqué à se concentrer sur un puzzle d'un enfant, de son neveu qui avait 5 ans, je sais pas quel âge il est là, il est tout jeune, 5-6 ans, tu vois, enfin, des puzzles d'enfants, quoi. Et donc, tu te dis, c'est chaud. C'est chaud parce que tu te pètes un truc, c'est facile. Voilà, on te dit, voilà, c'est temps. Tu fais ta réduc, tu reviens, le cerveau, déjà, on n'en entend pas parler. On commence tu vois, on entend parler depuis 1 ou 2 ans, mine de rien. Mais il n'y a pas, tu trouves pas. Et les médecins, elle allait en Suisse, à Paris, partout où elle pouvait. Il y a des endroits, elle s'est fait descendre. On lui a dit, mais là, ma petite dame, c'est fini. C'est fini. J'ai arrêté d'y penser, quoi. Et tu vois, elle s'est battue et elle a trouvé des gens. Elle s'est bien entourée et elle a réussi. Elle s'est battue jusqu'au bout, tu vois. Et ça, c'est très fort et je l'admire pour ça parce que une période de galère comme ça, tu sais, où tu peux absolument rien faire, c'est terrible. Parce que ce soit mental ou physique, elle pouvait rien faire. Monter une côte, des escaliers, tu vois, ça mettait de la pression dans sa tête et tu veux reprendre. T'as des signes qui te montrent que tu peux reprendre, mais il faut reprendre tout doucement et ça te redégrade un peu et c'est vraiment un peu, tu vois, en dents de scie montante qu'elle a fait ça et c'était pas facile, donc chapeau. Sans compter la blessure au pouce en début de saison. Oh putain, non mais... Donc tu vois, ça revient, elle roule, on va en Nouvelle-Zélande, trop bien. Ouais. Et là, ça faisait un peu une cascade de pierres, donc elle s'arrête en haut pour regarder. Et je crois que c'est en repartant, mais à l'arrêt, du coup, elle glisse complètement à l'arrêt, crac, ça lui prend le pouce. Ouais. Donc c'était pas gagné, et là, tu vois, elle arrive à revenir et gagner. Donc, elle a fait quand même une très belle saison de reprise, tu vois, les podiums et tout, ce qu'elle a galéré au début, ce qui est normal. Et là, de gagner, c'est le top. Victoire en Coupe du Monde. T'en as eu 2 quand même avant, avec des runs qui font l'unanimité auprès des gens qui ont regardé et puis des médias pour dire que quand même c'est des runs d'anthologie, un petit peu comme le run de Lourdes, qui nous ont scotché. Enfin, on a tous regardé ça. Val d'Isole quand même sur une des pistes les plus gnarly possibles et les jets dans des conditions incroyables, enfin de merde. Est-ce que tu arrives maintenant, avec un petit peu de recul, à décrypter ce qui s'est passé pour toi? Comment est-ce que ça a fait pour cliquer avec autant de paramètres à gérer? C'est quoi le recul que tu prends là-dessus? Au final, si tu veux, c'était... ça me convenait simplement, en fait. Parce que je pense que j'ai bien évolué côté technique, pilotage, du coup, cet hiver. Parce que je me suis concentré beaucoup là-dessus. Tu vois, je voulais juste rouler, me faire plaisir et rouler. C'était vraiment ce que je voulais tout l'hiver. Et donc après, pour le coup, le côté physique, un poil mis de côté. Et donc, c'est pour ça que j'ai peut-être un peu galéré aussi en début de saison. Mais je regrette pas du tout parce que c'est ce que j'avais besoin. Au final, ça m'a fait grandir. Et je suis encore, mine de rien, dans ma phase de reconstruction. Et donc, tu vois, en arrivant à Val d'Isole, j'étais content déjà parce que c'était une piste dans la pente où c'était que de la technique. Il n'y avait pas d'histoire de relance parce que je l'avais mal que ça revenait à Léogang. Je commençais à reprendre du rythme et j'étais content d'arriver à reprendre. Vraiment, je sentais de la vitesse. Et bon, je fais pas le run qu'il faut, mais tu vois, genre j'avais les glandes parce que je m'étais fait ouvrir sur la motorway parce que le vélo, on n'a pas pu trouver ce qu'il fallait pour le faire avancer et en même temps trouver du confort. Donc on a optimisé le confort pour le reste, mais ouverture totale. Et ça m'a rendu fou parce qu'à Fort William c'était pareil.
Et tous les plats, pareil, le plat de la Pologne, je me fais ouvrir alors que je m'arrache. Et tu vois, donc là, j'étais content. Je fais putain, c'est bon, là, tu vas voir. Genre Val d'Isole, il n'y a pas un pet de pédalage. Ça va être du bonheur. T'as pas utilisé les petits boutons sur le de toute guidon, façon, je les ai pas. De toute façon, Donc, tu les as pas. des fois, on essaye de faire des choses, mais on n'est pas du tout au point encore. Ce qui est frustrant, mais bon. Et du coup, c'était exactement ça. Tu vas voir avec leurs boutons, ils peuvent se les mettre dans le cul. Là, Val d'Isole, tu vas voir tes boutons. Donc pour vous qui nous écoutez, on est en train de parler des boutons qui sont sur le guidon de Loïc, dont on a très largement parlé, sans forcément arriver à avoir tous les détails, mais les boutons qui sont sur le guidon de Loïc avec les suspensions Öhlins. Voilà. Bon, donc Val d'Isole, pas de boutons. Val d'Isole, les boutons, tu peux les avoir, mais ça va pas autant t'aider que à d'autres endroits. Donc simplement plaisir, je me suis régalé. On a rapidement trouvé un réglage où j'étais confort. Et moi, je marche un peu comme ça. Si je me sens bien sur le vélo, j'arrive à monter en puissance. Quand tout s'aligne bien avec le vélo, généralement, je me fais pas trop de soucis que j'arriverai à bien rouler et je me régale juste et j'ai pas besoin de me concentrer à me prendre la tête, putain, à trouver un réglage. Donc, on trouve un bon réglage assez rapidement et je me régale. J'ai le temps de prendre le temps pour regarder les lignes. Ça pleut. C'était un peu galère. Le premier jour, c'était un truc de malade. Des trous énormes. Franchement, galère. Mais écoute, ensuite, galère le jour de qualif semi. Je fais 4 en qualif. Et je gagne quand même la semi. Et donc là, c'était incroyable. Enfin, j'étais, tu vois, je sentais que j'étais de retour. Mais parce que tout s'alignait, les conditions, tu vois, c'était une piste technique dans la pente où c'était que de la technique, donc moins d'engagement. Tu pouvais pas engager. Tu peux pas engager quand c'est humide. Donc c'était vraiment du pilotage. Donc tout allait bien pour moi. Parce que j'ai pas encore retrouvé l'engagement qu'il faut quand c'est sec. Je le retrouve petit à petit dans la saison là. Et donc pour la finale, mais stress de malade, partir dernier. Donc je me lève le matin, je tremblais déjà. Boule au ventre, horrible. Genre ça faisait longtemps, tu vois, que ça m'était pas arrivé. Et donc là, putain. Donc, trop en stress, je mange. Vite, faut que j'aille au pit. Les trainings se passent, donc je redescends un peu, tu vois, je me concentre. Ça se passe bien. Et là, pareil, donc tu repars à la fin de tes trainings, tu vois, on finit à 11h. Et quand tu passes en dernier, tu passes à 15h30. Donc, t'as quand même le temps de stresser. Et là, je suis reparti en stress total. Putain, c'était horrible. Donc, je retourne à l'appart, je sors mon cahier de sudoku, je fais mes sudoku pour m'occuper l'esprit. Et ensuite, dans la montée, Thomas, mon mécano, m'a jamais vu autant stressé. J'étais là, putain. Et puis, du coup, j'étais quand même deg parce que donc ça avait séché pas mal pour les entraînements. Donc, c'était folie. Et donc, j'étais content, tu vois. Et là, donc, moi, quand je monte pour mon run, Dak est déjà arrivé en bas. Et Loïc aussi. Je sais pas ce qu'il avait branlé. Et je vois que Loïc est genre 3 secondes derrière Dak. Je fais putain. Il a dû rouler le Dak. Et là, ça commençait à faire de la bruine. Et tu vois, mais de la vraie bruine, tu vois. Et en haut, putain, c'était la vraie bruine costaud. Juste un petit aparté, mais toi, tu veux avoir les infos quand t'es en haut ou quand tu montes, tu veux avoir les infos de qui fait quoi Pas forcément. Non, parce que là, au final, je me suis juste dit, putain, si Dak a mis 3 secondes à Loïc, c'est qu'il a dû sacrément rouler, quoi. Il a fait un sacré temps. Ouais. Donc, je fais bon. Essaye d'oublier. Donc, ça, tu sais, ça bruinait sévère. Je regarde un peu, tu sais, t'as les œufs qui passent au-dessus de la piste. Je regarde un peu. Je vois Chapelet qui fait clac-clac 2 bons virages. Je fais, c'est bon, ça tient. Et je regarde même pas le reste de ce qu'il fait, quoi. J'arrive en haut, je fais tout mon échauffement, bam, bam, bam. Et donc, tu sais, genre, je suis quand même bien focus dans mon échauffement. On était à l'abri et tout.
Et plus ou moins quand donc je me relève pour partir vers la cabane de départ, là je me rends compte que le sol c'est vraiment spongieux quoi. Je fais putain. Donc tu vois, on a fait un petit brief quand même avec les rufs qui avaient bien regardé et tout. Et l'optique c'était vraiment d'assurer le premier dévers en racine qui était chaud parce que je tenais la ligne du haut, donc c'était bien racine, bien humide et c'était assez tech. Et je savais qu'à partir de ce moment-là, si je passais ce passage, c'était bon. J'étais toujours calé dans les ornières ou quoi que ce soit. Donc je pars, je fais mon dévers, nickel, je fais voilà, c'est bon, ciao. J'ai fait mon run, franchement, je me suis régalé, c'était fou. Vraiment du bonheur dans mes lignes, à rouler. Et écoute, j'arrive en bas, devant, donc incroyable, pas les mots, explosion quoi. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui se réveillent en quelque sorte une fois la ligne d'arrivée passée, ou est-ce que tu es pleinement conscient de ton run? Non, totalement. Totalement, complètement inconscient pendant le run. Okay. Enfin, quand tu roules vraiment bien, quand je roule vraiment bien et que je suis vraiment concentré, tu captes pas ce qui t'arrive. Tu captes pas ce que tu fais, tu captes pas les bruits. Tu roules et ça se passe. Et quand tu fais un bon run et que tout va bien, t'as l'impression de voler sur la piste et tu passes la ligne et tout. T'es là, tu reconnectes un peu. Et c'est ce qui m'est arrivé, tu vois, je me retourne, je vois que c'est vert. Et là, incroyable. Et ça fait vraiment le retour, là, tu sais, tu replonges dans le moment présent. Et ouais, tu réalises que t'as gagné. Et ouais, c'était fou parce que c'était pas gagné, c'était pas espéré, c'était... Ouais, je pensais pas pouvoir regagner cette saison, tu vois. Avec comme c'était profilé le début de saison, je me suis dit, bah là, c'est chaud. Mais ouais, j'ai pu réitérer avec la victoire, donc incroyable. Et puis comme si c'était pas assez, bah léger quoi. Du coup, ouais, léger. J'arrive léger, je me dis, bon, écoute, en France, génial. De toute façon, je sais qu'ils vont être bouillants, les Français. En France, les Français, c'est terrible. Donc, de toute façon, moi, au Véral, j'étais loin. Je me dis, je viens là pour m'amuser. Moi, j'ai fait ma saison. Je voulais revenir. C'est là d'avoir gagné. C'est la victoire de ma vie presque. Donc, je vais m'amuser. Je vais continuer de progresser. Si tu vois, sur le sec, sur l'engagement, il fallait que je roule encore. Et donc, je tombe. Première vraie chute, on va dire, que je me remets depuis ma blessure. J'avais déjà fait des glissades, mais là, on parle de glissade et éjecte, tu vois, donc bonne chute. Et donc, ça me secoue un peu. Mais au final, donc, j'étais content de l'apprendre. Tu comprends que tu peux retomber. C'est la première fois que je comprenais que je pouvais retomber, donc ça te rassure. Ça fait du bien. T'es là, c'est bon, je suis tombé, j'en suis mis une belle, quoi, et tout va bien. Donc, génial. Donc, tu vois, encore un step dans le process de valider. Et cool. Et donc voilà, jusqu'à présent, j'avais pas trop performé sur le sec. Et là, semi-finale, je fais 2. Donc, content, tu vois, je confirme un peu quand même ma forme. Mine de rien, mon retour, c'était vraiment important pour moi d'arriver à confirmer sur le sec. Donc, très content. Et là, ça se met à faire déluge après nos entraînements du dimanche matin. Enfin, du coup, c'était samedi, la finale. Donc, on fait nos entraînements sur le sec encore. Donc, tu vois, j'étais content, je roulais bien, bien repris du rythme et tout. Et là, ça se met à faire un déluge. Et là, je regardais le live des femmes et je les voyais toutes tomber. Toutes dans ce fameux dévers là. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est un carnage. Donc, je monte là-haut, donc on se prépare au plus possible pour la pluie. T'es grosse veste, gros KO, parce qu'en plus, t'es sur le télésiège pendant 20 minutes là-haut. Ouais. Donc, tu sais, tu te mets dans un mood. Je me suis mis vraiment dans un mood où, let's go, on va se régaler dans la flotte, quoi. C'est juste ça. Et
Et du coup, on monte, tu vois, tout sourire, un peu, pas la fleur au fusil, mais vraiment, on part à la guerre en rigolant, tu vois. Ouais. Et donc, il y avait quand même, tu vois, les RUF, il y avait Gate qui a fait toute la piste à pied pour regarder qu'est-ce qu'il craignait ou pas. Tips qui était en bas, qui regardait le live, qui faisait, tu vois, des rapports. On n'arrêtait pas avec les relations avec Arthur. Voilà, on va changer les setups. On a tout changé sur le vélo. On était là-haut, là, avec Tom. Moi, je m'échauffais, lui, il changeait tout sur le vélo. On a tout changé. Genre, on a mis les... Tu vois, je voulais partir en cut. Au final, on a mis les fulls. On a changé de la rigidité. On a assoupli au max. Les pressions de pneus, de suspension. Et donc, et j'étais là-haut et j'étais trop bien, tu vois. Parce que je chantais que je me sentais trop bien. J'allais m'amuser et je me sentais bien. Je sentais que ça allait bien se passer. Et tu vois, il y a tout qui était en place. J'étais prêt, on était prêt pour la pluie. Je voyais les autres à côté de moi. Ils étaient en pneus secs. Et je comprends pas. Genre, Lucky, il part en pneus secs. Genre, je fais, mais il pleut depuis 3 heures. Qu'est-ce que tu branles? T'es au moins des cuts. Et Dak, il était avec des cuts. Dakota Norton. Ouais. Et tu vois, il y avait ces mecs-là il est beau. Enfin, j'étais voir Michou aussi, Loïc, tout ça. Et ouais, c'était un peu Michou bien. Mitch. Ouais. Rémi Thirion. Ouais. Bien, tu vois, les SP un peu, ils avaient l'air un peu plus affectés par la pluie. Et c'est fou comme mentalement, tu vois, Ronan était excité de malade. Genre, moi j'étais un peu comme Ronan, j'étais vraiment chaud, tu vois. On savait qu'on allait se régaler. Ronan Dune, irlandais, donc. Ah bah lui, il était bouillant comme tout. Et tu vois là, donc il roule, il y tombe là-bas, premier virage malheureusement. Oui. Mais je crois qu'il avait sacrément roulé quand même, après. Ouais. Et puis là, dans la boue, il confirme encore. Et gros client, tout court, mais gros client sous la pluie encore. Et donc je pars... Et du coup, moi, j'avais caché, enfin, pas caché, mais j'avais donné mon masque à mon mécano. Et tu vois, genre, petite surprise du masque blanc. Et donc, quand il le sort de la pochette, genre, il me regarde, il fait, ah ouais. Et genre, tu vois, il avait compris le message que. Le masque blanc, c'est masque blanc. Ouais. Bah, dans la boue. Ouais. Tu sais, c'était un peu de l'arrogance, tu vois. Ouais. Et ça peut cliquer comme pas cliquer. Mais là-bas, il y a tout qui s'est aligné et ça a cliqué. Et je me suis régalé. C'était un run incroyable dans la boue, tu sais, mais vraiment de la pluie de malade. Tu sors de la gate, tu fais 3 mètres, t'es trempé, quoi. Et c'est des trucs de fou, c'est des sensations de malade et j'aime bien ça. Donc, ça a cliqué, OG public de fou sous la pluie, c'était incroyable. Donc, ouais, après, le run est génial et puis léger, quoi. Là, français, gagner en France, OG, c'est génial, quoi. Ouais. Justement, tu parlais du public. C'est quoi pour toi la contribution du public et des fans justement au fun que tu peux avoir au départ? Est-ce que t'es affecté par ça? Est-ce que tu arrives à en faire abstraction? Ou est-ce que ça t'énergise? Je pense que c'est bien, c'est génial. Tu vois, le public en France, ça t'énergise comme tu dis. Tu sens la bonne vibes de tout le monde, ton public qui est derrière toi, tu vois, ils sont toujours là à t'encourager, à te demander des photos, des autographes et tu sais, ça fait plaisir et c'est touchant et ils veulent qu'un Français gagne, tu vois, donc ils te poussent. Tu sais, tu sens que ça leur tient à cœur et du moins si tu le sens, tu le ressens au fond de toi, tu vois, et forcément ça t'énergise. Et tu vois, l'an dernier, Louis qui gagne ici en France. Cette année, Benoît. Cette année, moi, OG. L'an dernier, Benoît OG. Ouais, y a ça un truc empile quand même, tu vois. Les championnats du monde, Loïc. Enfin, le triplé. Ouais. Genre le triplé, tu vois. Ouais, mais vous connaissiez la piste. On connaissait la piste. Ouais, sacré David. Il est venu nous donner les lignes, apparemment. Et en plus, au Jet, cette année, il y avait un truc génial qui était Thomas aussi, Stack. Thomas, Rémi, ouais. Greg qui a fait péter. Greg, ouais. C'était un magnifique podium. Non, ouais, c'était fou.
C'était fou. Et ouais, d'être... putain, Thomas, c'est très très bon ami depuis longtemps, très longtemps, depuis qu'on est junior. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et on avait fait notre premier podium ensemble. C'était Val d'Isole 2018. Et lui, il fait 5e, moi, je gagne. Et là, je crois que c'est pareil, il fait 5e. Et genre, il me dit, je le vois en bas, il me dit, putain, je suis podium. Et il a un peu galéré, tu vois, ces derniers temps. Et là, de le revoir faire podium, et putain, mais comme j'étais content pour lui, et de le partager avec lui, c'était génial. Ouais. Génial. Et là, il reclaque un top 10, là, je crois qu'il fait 8. Rémi 7 aussi, tu vois. Donc, je suis trop content pour eux. C'est des personnes en or, donc je suis trop content pour eux. Et pilote discret aussi. Ouais, très discret, très humain. Et c'est bien des personnes comme ça. Ouais. Ça fait du bien, tu vois, tu sais que tu peux leur parler. Avec Thomas, on partage tout. Et ouais, non, c'est trop bien, tu vois, quand ton pote marche, c'est génial. Ouais. Donc, ouais. La victoire de Ben Coulanges, qu'est-ce que ça t'inspire ? Franchement, du travail. Hein. C'est un bon bosseur. Je suis très content pour lui. Dorval qui s'arrête en fin de saison. C'était la dernière Coupe du Monde du manager qui va pas de Claude là, qui part pas au Canada. Donc alors là, franchement, mais prends-la. Mais prenez-la 10 fois. Tu vois, c'est magnifique. Il pouvait pas faire mieux. Il pouvait pas finir mieux. La saison n'est pas finie, mais tu vois, enfin, il faisait le pot d'au revoir hier soir. Donc alors là, destin. Ouais. Franchement, bravo. Chapeau, finir comme ça, magnifique. Donc trop bien pour Benoît. J'espère qu'il va retrouver une bonne structure. Que tous au final, tu vois, mon frère pareil. J'espère que ça va bien se profiler pour les années à venir. Ouais. Mais ouais, non, Benoît, solide et beau cadeau pour bien finir l'histoire de l'équipe. Ouais. Il te reste une belle échéance aussi, qui est Mont-Sainte-Anne. Ouais. Avec quel état d'esprit tu t'abordes Mont-Sainte-Anne ? Est-ce que tu en fais un objectif, un enjeu ? Bon, le général de la Coupe du Monde a été gagné par Loïc ce week-end. Qu'est-ce qu'on peut imaginer qui va se passer pour toi là-bas ? Écoute, franchement, ça va être un challenge. Toujours un peu du mal à me sentir bien sur le vélo là-bas. Puis c'est très atypique, ça roule très vite, beaucoup de cailloux et un peu galère à régler le vélo là-bas. Donc challenge pour ça. C'est vraiment mon objectif d'arriver là-bas et de trouver un bon setup et pouvoir me sentir confortable sur le vélo. C'est l'objectif. Et si l'objectif est rempli, après je sais que on va pouvoir gazer et ça va être bien. Ouais. C'est l'objectif. Me régaler, mettre du gaz et me sentir confort sur le vélo. Ouais. Puis on a compris qu'à partir du moment où il y avait quelques ingrédients qui s'alignaient, sont mis dans le bon ordre. Ouais. Après, c'est que du bonheur. Okay. Donc c'est l'objectif. Donc toi, tu vas plutôt rechercher, à aligner un petit peu des choses plutôt qu'un objectif. Enfin, je reformule ma question. Il y a des gens qui vont y aller pour gagner, avec l'objectif, je veux gagner. Ouais. Toi, tu vas plutôt pour aligner des planètes en quelque sorte. Et la conséquence pourrait être que. C'est exactement. On sait rien, tu gagnes ou pas. Ouais. Mais finalement, c'est plutôt ça que tu vas chercher. Oui, c'est ça. C'est comme je te dis, c'est vraiment une année de reconstruction. Ouais. Et donc, si je pouvais vraiment valider toutes les choses que je dois valider là-bas, ce serait génial. Et donc, j'aimerais bien avoir une course sur le sec, tu vois, pour confirmer sur une course sur le sec, ce serait génial. Mont-Sainte-Anne en octobre. C'est qui tout double. Hein. On peut avoir de la neige comme de la poussière. Ouais. Donc, écoute, on verra. Mais dans tous les cas, ça va être vraiment essayer de bien régler le vélo et ensuite prendre du bon temps, profiter de cette déjà dernière course. Ouais. Que cette course dans la saison, c'est trop peu.
Qu'est-ce que tu vas faire pendant ce break? Là, on est le 9 septembre. Mont-Sainte-Anne, c'est dans un mois. Ouais. À la date où paraîtra cet épisode, qui sera sûrement un petit peu avant Mont-Sainte-Anne, Okay. qu'est-ce que tu prévois? Me reposer. Ouais. Là, j'ai besoin de repos. Beaucoup chargé en prépa avant les Worlds. Comme je t'ai dit, j'ai pas axé mon travail sur ma prépa durant l'hiver. C'était plus sur le côté technique, du moins. Donc, j'ai vraiment chargé là pendant la période d'avant les Worlds, là, de 6 semaines. Et je suis rôti. Je suis arrivé rôti aux Worlds. Encore un peu en fatigue ici. Mais donc là, repos et comme ça, arriver frais à Mont-Sainte-Anne. Ouais. Un peu de marche? Un peu de marche peut-être. Ouais. Franchement, ouais, de la marche, de ouf. Ouais. Pas de ouf, mais un petit peu, je pense que ça va être bien. Ouais, on t'a vu marcher, on a vu quelques posts, stories, etc. C'est quoi ton rapport avec la marche? Qu'est-ce que ça t'apporte? Écoute, c'était du coup pendant ma reconstruction, le tout début, quand j'ai pu reprendre à bouger, sortir de mon canapé, du moins, après ma blessure. Le premier truc que je pouvais faire, c'était marcher. Donc, ça m'a vraiment fait du bien. M'aérer l'esprit, retranspirer, faire de l'effort. Du coup, je me suis mis des belles missions. Comme on en parlait, mine de rien, l'adrénaline, quand tu commences à grimper des trucs un peu sketchy, que tu te retrouves sur des crêtes, retrouver cette sensation d'adrénaline, ça m'a vraiment fait du bien, que je pouvais pas retrouver à rouler sur mon vélo. De la concentration, tout ça. Donc ça m'a vraiment fait du bien pour retoucher ces sensations. Mais là, je vais le prendre plutôt en mode m'aérer l'esprit, et parce que c'est génial pour s'aérer l'esprit aussi. Et ouais, grimper des montagnes, jeter des cailloux aux endroits safe, ça je devrais pas le dire. Mais j'adore jeter des cailloux. Ouais. Et non, ouais, juste pour profiter de la montagne et m'aérer, ouais. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? On en a déjà un petit peu parlé, mais si on devait te souhaiter un truc. Écoute, la meilleure chose que tu peux souhaiter à une personne, c'est la santé. Déjà. Franchement, ouais, c'est tout ce que je souhaite, que ma famille et mes proches soient en bonne santé. C'est la première chose. Ensuite, moi-même. Et après que le vélo colle, que ça colle, que j'aimerais bien casser 2-3 culs aux collègues du grand S. Parce que là, on les a laissés tranquilles pendant 2 saisons. Hein. Pendant 2 saisons, l'an dernier, complètement tranquille. Cette année, c'était un petit avant-goût de ce qui leur attend l'an prochain. Donc, prépare-toi, Loïc. Parce que, ouais, là, il n'y aura pas de cadeau. Je me sens une meilleure version de moi-même. Donc, on va bien travailler. Et voilà, juste essayer de se battre devant. C'est ce qu'on va faire. On va essayer, du moins. Tu vois, ce qu'on se disait avec Loïc hier, avant-hier même, moi, de ressentir, tu vois, de partir à la qualif juste devant lui. Tu sais, de repartir dans les derniers en qualif, ça veut dire que t'es bien classé au général. Ça m'a fait du bien. Je me suis dit, c'est quand même génial, tu vois, genre cette tension-là. T'arrives en bas, bon, il m'a ouvert, mais j'adore, tu vois, jouer aux avant-postes. J'étais 2e. 1 et 2 du général, on refait 1 et 2 en qualif. Dommage que la pluie vienne un peu chambouler tout ça pour la finale, mais ces sensations de jouer sur le devant de la scène, ça me plaît. Et donc de jouer devant, c'est ce que je vais chercher l'an prochain. On verra bien. Pour ça, tu pourras compter aussi sur les fans. T'as peut-être pas ton effigie super Momo ou j'en sais rien, mais est-ce que tu aurais un message pour les gens qui te suivent, qui t'encouragent, qui sont derrière toi et qui t'ont envoyé plein de messages également pendant ta convalescence? Écoute, ouais, tous les gens t'apportent une énergie, que ce soit sur les courses ou sur des messages et tout, et c'est génial, tu vois, tous ces petits gamins,
il y en a que tu vois vraiment, ils ont les étoiles dans les yeux. Et ça me rappelle, moi, gamin, quand je regardais les grands de ce sport. Et donc, de sentir ça, c'est assez incroyable. Donc, je remercie tout le monde, tu vois. Autour de moi, proche ou moins proche. Mais tous ces petits gamins, ça fait plaisir. Et oui, on a besoin de ces gens pour faire des belles courses. On a besoin de ces gens pour faire vivre le sport. Donc ouais, non, on serait pas grand-chose sans les fans. Ce serait triste une course sans personne au bord de la piste. Ce serait quand même dommage. Donc t'imagines les jets vides et sans personne dans la raquette d'arrivée? C'est terrible. C'est nul. Franchement, même, je pense que je sais même pas si je fais du sport de haut niveau. J'ai même pas envie. C'est tout ce que tu vis pour ces moments. Enfin, ça donne presque du sens à tout. Enfin, quand tu vis des choses pareilles, c'est quand même incroyable. Tu vis pas que pour ça. Parce que, tu vois, quand je gagne à Val d'Isole, il y a quand même pas grand monde, mais juste, il y a ma famille, il y a mon équipe. Et donc, c'est incroyable, tu vois, de vivre ces moments partagés avec tes proches. Tu peux pas demander beaucoup plus. Ouais. Donc, mais c'est vrai que les fans amènent beaucoup, quand même, de folie qui est géniale. Donc, finalement, pas de regret d'avoir laissé le foot de côté, quoi. Et peut-être que là, on parlerait dans mon jet privé à la place, tu vois. Peut-être. Mais non, franchement, pas du tout. Pas de regret. Le vélo, c'est un monde de gentils. Il n'y a pas de mauvaises personnes. Les gens sont bienveillants. Quand tu y penses, les gens sont quand même en bord de piste. Ça pourrait des fois, j'y pense, je me dis, mais tu sais, ça pourrait dérailler, quoi. Tu sais, quand tu vois des camps ultra dans le foot où les gars sont carrément haineux envers d'autres équipes, tu sais, qui balancent des trucs sur les terrains. Mais nous, je me dis qu'on est vraiment une communauté de malades où les gens sont tellement bienveillants, fair play, encourager tout le monde, ou pas encourager la personne que t'as pas envie d'encourager, mais c'est très fair play. Et pour ça, nos spectateurs sont géniaux, quoi. Tellement respectueux, c'est incroyable. Ouais. Ouf. Bon. Pour finir, si tu devais entendre quelqu'un dans un prochain épisode d'En roue libre, ça peut être n'importe qui, français, international, qui est-ce que tu aimerais entendre? Max est passé dans T'as eu Max? Ouais, j'ai eu Max. La première idée, du coup, c'est Arthur. Ouais, c'est en prévision. Voilà. Et sinon, après, du coup, international, tu pourrais avoir, par exemple, un Aaron Gwin, j'en sais rien. Ouais. Et c'est quand même un monstre. Bien sûr. Un monstre, vraiment un monstre. Et ça fait quelques années qu'il est là et il a un peu tout vécu aussi. Et là, tu vois, bon, plus en fin de carrière, mais ouais, je pense, il est très, très intéressant, parle bien. Bien actif, tu vois, au niveau de l'organisation aussi, de plus en plus actif là-dedans. Donc, personne très intéressante, je pense. Ok, top. Bah écoute, merci beaucoup Amaury, merci infiniment pour ton temps. Avec plaisir. Temps précieux, je le sais, et merci pour ce que t'amènes au sport. On le voit pas forcément, et on en avait parlé avec Loïc, mais l'influence que tu peux avoir sur des générations de pilotes, parce que bah t'es aux avant-postes, t'es au top niveau, t'es accessible, et j'espère que les gens ont pu s'en rendre compte au travers de cet entretien-là, mais les gens le voient, ils peuvent venir te voir sur les pits, sur les courses, et les sourires des gamins, et même toi, on voit que tu t'éclates et que tu donnes des maillots. Ouais, je balargue tout ce que je peux, donc je suis désolé parce que tu peux pas tout le temps signer, tout le temps prendre une photo, parce que des fois, c'est juste pas possible. Et donc c'est dur des fois de dire désolé plus tard, et des fois tu les revois pas, donc ils doivent te prendre pour un connard. Donc je suis désolé pour ces gens, mais dès que je peux, j'essaye de donner, de signer, de prendre des photos. C'était moi il y a quelques années, donc c'est normal. Ouais.
En tout cas, voilà, je suis ravi d'avoir pu passer un moment avec toi et on a pu voir ce que constitue un grand champion. Et encore une fois, on en a parlé avec Max et avec d'autres, mais j'ai vraiment le sentiment que on a cette chance, ce privilège en France d'avoir des athlètes comme toi, comme Loïc, qui poussaient le sport, pas seulement pour les pilotes français, mais aussi internationaux. Et à titre perso, je trouve que c'est tellement exceptionnel de pouvoir avoir ça et de pouvoir également échanger avec toi. Donc voilà, un grand merci pour tout ça. Je finis par remercier l'hôtel Mercure, qui nous accueille, l'hôtel Mercure de Loudanvielle, qui nous accueille dans ce lieu génial dans lequel on est bien servi. Tu as un bon petit thé vert, un bon petit cappuccino. Il y a une magnifique petite piscine qui est face à la montagne. On y mange bien. C'est l'instant promo, mais voilà, quand on a des gens qui nous aident et qui nous facilitent le travail et qui nous mettent à disposition des endroits comme ils l'ont fait, voilà, c'est la moindre des choses de les remercier. Donc un grand merci à toute l'équipe de Mercure Loudanvielle. Et puis si vous passez par là, n'hésitez pas à venir les voir parce que franchement le spot il est terrible. Et puis Amaury, évidemment on te souhaite le meilleur pour la fin de la saison. Et on gardera un œil évidemment sur le début de saison prochaine et Champéry qui va être début septembre 2025. Ouais, je crois que c'est du 5 au 15 ou un truc comme ça. Bon bref, c'est début septembre. Ah ouais, c'est tard. Mais on aura le temps de voir quelques trucs et puis voilà. Donc à très bientôt. Et puis vous qui nous écoutez, merci encore de nous écouter, de nous regarder et de nous envoyer ainsi avec nos invités des petits messages pour nous dire que vous aimez ce qu'on fait, enfin ce que je fais et ce que évidemment les invités font. Et n'hésitez pas à envoyer des petits messages à Maury, même si c'est pas toujours évident de les lire et d'y répondre. Ouais, j'essaye de me détacher le plus possible. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir quand même une communauté qui soutient, ça c'est sûr. Et puis venez le voir sur les événements, sur les courses. Ça faut pas hésiter. Ça faut pas hésiter. Et puis voilà. Et pour un prochain épisode, on vous dit à très bientôt. Allez, salut, bye. Ciao, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé ou écouté cet épisode d'En roue libre. J'espère que vous l'avez autant apprécié que j'ai eu de plaisir à l'enregistrer. Si c'est le cas, je vous demande une toute petite faveur. Abonnez-vous à En roue libre. Vous pouvez aussi me laisser un gentil commentaire et rejoindre, comme des milliers de passionnés déjà, la communauté En roue libre sur Instagram. J'y partage les dernières news de l'émission, vous annonce les prochains invités et vous invite à leur poser directement vos questions. Pensez également à vous abonner à la newsletter En roue libre que je suis en train de préparer. J'y partagerai les liens vers les derniers épisodes, les contenus relatifs à En roue libre et vous partagerai également les meilleures news à ne pas manquer. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Et enfin, si vous avez un projet, une entreprise ou une activité en rapport avec le vélo et que vous ressentez le besoin d'être entouré par des spécialistes, pensez à faire appel à Line, l'agence conseil 360 spécialiste du vélo. Avec Line, on vous conseille et on met en place les stratégies ainsi que les actions les plus efficaces pour le succès de votre projet dans le vélo. Pour en savoir plus sur comment Line peut vous aider, rendez-vous sur agenceline.fr, agenceline.fr. Je suis Antoine Taillefer et vous avez écouté En roue libre, l'émission qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.